Bonjour à tous. On va attendre 2 petites minutes pour commencer. Juste comme ça, pour faire un petit sondage, est-ce qu'il y en a qui sont sûrs de partir en Australie sur leur billet d'avion, leur date, d'accord? Presque la moitié à peu près. Ok. Super, du coup c'est concret aujourd'hui. Donc avant de commencer, déjà je tiens à dire un grand merci à l'ambassade d'Australie, notamment Zélis qui est en train d'organiser un petit peu tout avec nous, parce que quand même comme lieu de salon, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Je vais commencer cette présentation par quelque chose de pas administratif, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler de démarches, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que certains d'entre vous ont un peu des craintes aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous allez partir à l'autre bout du monde alors que votre vie ici elle est sympa. Peut-être que vous vous demandez si ça va bien se passer en termes d'emploi, si vous allez rencontrer du monde. Peut-être aussi qu'autour de vous, vous avez des réactions un peu mitigées de vos proches. Si c'est le cas, c'est pas grave, ça arrive à beaucoup de gens très bien. Et il faut essayer au maximum, d'écouter ce qu'on nous dit, mais si c'est vraiment un objectif pour vous de partir en Australie, faites attention à ne pas vous faire décourager, parfois par des gens qui oseraient pas le faire, par exemple, ou qui comprennent pas forcément ce que cette année va vous apporter, parce que je peux vous le garantir, cette année va vous apporter énormément. Bien évidemment, il y a des gens qui vivent une année incroyable, d'autres, il y a un peu plus de difficultés, il y en a pour qui c'est mitigé, mais dans tous les cas, à l'échelle de votre vie, ce sera une année hyper marquante. Donc c'est pour ça que moi je suis très contente de faire cette première conférence. Si jamais certains d'entre vous ont peur, j'espère qu'à la fin de la journée, ce sera plus le cas, parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, alors je voulais vous préciser, on va vous donner de l'info, mais à la fin vous pourrez poser vos questions pendant un quart d'heure, donc n'hésitez pas à les garder en tête. Alors les 6 étapes importantes quand on part comme ça en PVT en Australie, bien évidemment, c'est de demander son visa, le visa vacances-travail ou Working Holiday Visa. Ça se demande uniquement sur le site de l'immigration australienne, sur le site homeaffairs.gov.au. Vous verrez sur PVTist, on a un tutoriel écrit et un tutoriel en vidéo sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous allez m'entendre pendant genre une demi-heure, faire la demande avec vous. Donc n'hésitez pas à aller bien sur le site officiel pour pas tomber sur des sites malhonnêtes. Si vous pensez partir dans les 12 prochains mois, faites bien votre demande en juin, parce qu'à partir du 1er juillet, ça va beaucoup augmenter. On a vu des articles qui parlent de 20% d'augmentation, d'autres qui disent que le visa va passer à $640. Déjà 510, c'était bien assez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, si vous avez le projet de partir dans les 12 prochains mois, demandez-le avant le 1er juillet. En termes de budget, vous devez avoir au moins $5 000 australiens d'économie, ce qui fait environ 3 300 €. Mais comme je l'ai mis là sur la présentation, c'est à vous d'estimer le budget qui vous convient. Parce que $5 000, c'est bien. Si certains d'entre vous veulent se mettre au premier rang, il reste quelques places devant. Quand on part comme ça en Australie, il y a des gens qui vont arriver, se faire loger par une cousine, ils ont déjà peut-être un plan pour un emploi. On va partir avec les $5 000, c'est plutôt confortable. Et puis il y en a d'autres, ils vont arriver, ils ont envie d'acheter un van la première semaine. Les $5 000, ils vont partir dans le van. Donc là, le budget ne suffit pas. C'est pour ça que c'est très important d'essayer de voir un petit peu en fonction de votre projet à vous. Est-ce qu'il y a un achat de véhicule? Est-ce que vous voulez commencer par des voyages? Est-ce que vous allez commencer par travailler ou faire du volontariat? Tout ça, ça vous permettra d'estimer au mieux votre budget. En tout cas, quand on parle de $5 000, c'est une fois votre billet d'avion et votre assurance PVT payée. C'est important que ce soit que de l'argent dispo quand vous arrivez. Voilà. Après, peut-être que certains d'entre vous prévoient de partir avec moi. Il y a toujours des gens très débrouillards, etc. C'est quand même faisable, mais attention, le coût de la vie en Australie a bien augmenté. Je pense qu'elle sera au stand PVTist. Il y a Morgane qui va faire tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, qui va faire tout à l'heure la session d'information sur le travail et sur la vie quotidienne, et également qui va participer à la table ronde à 12h30. Elle revient d'Australie là, il y a 2 mois. Donc du coup, elle pourra répondre aussi à toutes vos questions sur combien ça coûte, le loyer, l'essence, toutes les dépenses comme ça. Ensuite, vous allez choisir votre ville et votre date de départ. Alors la ville, on nous demande souvent qu'est-ce qui est le mieux. Ça, c'est quand même assez personnel. Est-ce que vous voulez une grosse ville comme Sydney et Melbourne aussi, qui sont vraiment les 2 plus grosses villes? Est-ce que vous voulez plutôt une ville à taille humaine mais qui soit quand même hyper dynamique et assez grande comme Brisbane ou encore Perth par exemple? Ou alors est-ce que vous voulez plus petit? Parce que sorti de ces 4 grandes villes, on est vraiment dans les plus petites villes, Adélaïde par exemple, et ensuite toutes les villes sont encore plus petites. C'est pas parce que sur la carte vous voyez Darwin ou Alice Springs ou Cairns que c'est des grosses villes, c'est vraiment des toutes petites villes, donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de vivre à l'arrivée. Et puis pour la date, je vous dirais que c'est surtout en fonction des saisons. On en reparlera tout à l'heure à 15h.
pendant la conférence sur le voyage, mais grosso modo, si vous allez dans le nord du pays entre novembre et mars, vous pourriez avoir des grosses inondations. Mais vous pourriez ne pas en avoir non plus. Mais disons que c'est quand même à prendre en considération, parce que en gros, les saisons sont inversées par rapport à ici. Et de novembre à mars, c'est la wet season, la saison humide en Australie. Et donc, il y a des saisons où ça se passe plutôt bien, et il y a des saisons où les gens ne peuvent plus travailler, notamment l'agriculture, parce qu'il pleut trop, voire les avions ne décollent pas, etc. Donc, c'est ce genre de choses qui pourrait peut-être vous mener vers une destination plutôt qu'une autre. Si vous allez à Perth, vous allez voir que c'est la grosse ville la plus éloignée d'une autre grosse ville dans le monde. Elle est à 2500 km de Adélaïde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on mettra tout à l'heure une carte de l'Australie sur l'Europe. En gros, ça fait 14 ou 15 fois la France, l'Australie. C'est immense. On n'a pas toujours conscience des distances qui nous attendent et de l'ennui pendant les road trips, sur certains tronçons en tout cas. Donc ça aussi, si vous pensez beaucoup voyager, peut-être que Perth, ça vous isole trop. À creuser. Ensuite, vous allez devoir acheter votre billet d'avion et votre assurance PVT. Donc pour le billet d'avion, aller simple, aller-retour, comme vous avez envie. Simplement, si vous prenez un aller simple, il vous faut plus d'économies sur votre compte pour vous payer plus tard un billet retour. Et puis pour l'assurance PVT, je vais laisser la parole à Sandra et moi je reviendrai sur le point 6, sur les démarches administratives ensuite. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, je suis Sandra, je travaille pour la société ACS Assurance donc depuis plusieurs années et on est partenaire avec Métis.net depuis plus de 15 ans maintenant. On est spécialisé dans les assurances des personnes qui se déplacent de tout point du monde à tout point du monde et plus spécifiquement sur l'assurance dédiée au visa vacances-travail dans tous les pays où il y a des accords de PVT. Donc aujourd'hui, pour le PVT en Australie, je vais vous donner quelques points. J'ai pas le droit de parler plus de 10 minutes, donc je vais essayer de tout caser en 10 minutes. Mais après, il y aura les questions-réponses, donc il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a le forum pour répondre aux questions, et puis ici, le salon. Donc, chose essentielle avant de partir, surtout si vous partez plus de 6 mois, faire un petit check-up auprès de tous vos médecins, donc surtout le dentiste, parce que avec une radio panoramique par exemple, parce qu'il y a des petites caries qui se cachent et on ne sait pas, et comme par hasard, on a mal aux dents quand on arrive en Australie, et là c'est un peu la galère, c'est dommage, ça gâche un peu tout. L'ophtalmo, si vous partez en Australie et que vous décidez de visiter d'autres pays où on a besoin de certains vaccins, donc pensez à ça aussi, à faire avant le départ, c'est toujours pratique et pris en charge par la Sécu et vous êtes tranquille parce que des fois il y a des rappels, il y a un délai à laisser passer avant de faire une deuxième injection ou parfois 3. Au niveau de notre assurance, donc on a une assurance qui s'appelle Globe PVT qui est dédiée au PVT Australie. Donc on s'est adapté aux exigences de l'ambassade, enfin pour l'obtention du visa. Des autorités, pardon, et donc là, le PVT en Australie, donc chez nous, l'assurance est valable de 1 à 12 mois pour donc des personnes entre 18 et 35 ans. Donc l'assurance doit être souscrite avant le départ. Vous pouvez la souscrire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin comme vous voulez, puis la renouveler au fur et à mesure. Ou vous pouvez décider de la souscrire pour 12 mois pour partir l'esprit tranquille. On peut la payer en 2, 3 ou 4 fois, donc s'il y a une facilité de paiement. Et donc, si vous la souscrivez pour 12 mois et que vous vous dites oui, mais je ne sais pas si je vais revenir avant les 12 mois, donc j'aurais pris l'assurance pour rien, bien là aussi on a une solution, puisque si vous revenez avant définitivement en France, si vous revenez au bout de 4, 5, 6 mois, vous vous dites ça y est, j'ai fait le tour, je veux faire autre chose, il suffit de nous contacter, on vous rembourse les mois complets restants, à condition qu'il reste 2 mois complets d'assurance. Et bon, là, on prend des frais de gestion de 20 € puisque ça génère un travail derrière. Mais en tout cas, vous pouvez partir tranquille avec vos 12 mois d'assurance et vous dire que je sais que je me ferai rembourser les mois complets qui restent si jamais je reviens définitivement en France ensuite. Donc, ce contrat-là, c'est un package qui coûte 396 € pour 12 mois, donc 33 € par mois à peu près. Et ce package inclut plusieurs garanties, donc les deux essentielles, la santé et l'assistance rapatriement. Donc ça inclut également de la responsabilité civile dans le cadre de la vie privée, de l'assurance bagage pendant le trajet, le départ initial et le retour définitif,
Il y a également une individuelle accident, donc un capital qui est reversé en cas de... si malheureusement le PVTiste se blesse suite à un accident et qu'il devient invalide, ou pire, voilà, jusqu'au décès, bon, il y a un capital qui est prévu pour ça. Et donc il y a pas mal d'autres garanties à l'intérieur de l'assistance, dont le fait de payer un billet aller-retour à un parent si jamais le PVTiste est hospitalisé pour plus d'une semaine et qu'il a besoin de quelqu'un à son chevet. Donc on va payer un billet aller-retour à un parent plus 8 nuits d'hôtel pour pouvoir rester à son chevet. On va également payer un billet aller-retour au PVTiste en cas de décès d'un membre de sa famille proche. Donc après, je vous laisse regarder dans le détail, je vous laisserai regarder sur pvtiste.net. Vous pouvez télécharger les conditions pour avoir plus de détails au niveau des limites, etc. Et au niveau de... Donc je vous ai listé les principales garanties. Je vais m'attarder un tout petit peu sur la partie frais médicaux parce que c'est quand même la principale. Au niveau des frais médicaux, on couvre aussi bien les petits bobos de tous les jours que les hospitalisations, les choses plus graves. Donc pour les petits bobos de tous les jours, l'assuré doit payer sa consultation, acheter ses médicaments, payer sa prise de sang, son analyse, et ensuite nous envoyer à nous, ACS, puisque c'est nous qui gérons les factures médicales. On a la chance d'avoir un assureur qui nous délègue cette partie-là, et ce qui fait que qu'on est expert là-dedans et qu'on suit nos clients depuis la souscription jusqu'à la fin de vie du contrat, en passant par les frais médicaux. Et donc l'assuré nous envoie ça si les dépenses sont inférieures à 500 € par mail sur une plateforme, enfin c'est pas par mail, c'est sur une plateforme sécurisée, et si ça dépasse 500 € par la poste. Donc là, c'est des réglementations, des exigences de nos assureurs par rapport au fait d'envoyer des originaux dès lors que ça dépasse 500 €. Donc là, la demande est reçue, elle est traitée, et puis vous êtes remboursé par virement, soit sur un compte français, soit sur un compte étranger si vous avez ouvert un compte en Australie. Donc ça pose pas de problème. Au niveau des frais médicaux, également, il n'y a pas de plafond, c'est en illimité quand vous êtes en Australie. Donc s'il y a quelque chose qui coûte très très cher, il n'y a pas de limite. En cas d'hospitalisation, donc là il faut appeler la plateforme d'assistance pour qu'une prise en charge directe se fasse. Si vous ou un tiers n'appelle pas la plateforme d'assistance, qui est joignable 24/24, on ne peut pas savoir que l'assuré est hospitalisé, donc on ne peut pas intervenir. Donc plus tôt la plateforme est contactée, et mieux le suivi se fera. Et donc là, en théorie, si la personne est hospitalisée et que la plateforme a été prévenue, la plateforme prend aussitôt le relais avec son correspondant local, avec les hôpitaux, et la prise en charge directe est délivrée. Donc l'assuré rentre et sort de l'hôpital sans avoir rien à faire à ce niveau-là. Donc la deuxième garantie principale, c'est le rapatriement, l'assistance à rapatriement. Qui est très importante, on n'y pense pas, mais avec 15 ans d'expérience derrière moi, j'ai vu beaucoup de choses, et on ne peut pas me dire non mais moi je suis jeune, il m'arrive jamais rien et je suis jamais malade en France. C'est pas possible, parce que, ou en tout cas ça arrive que quand on est à l'étranger, parce que j'en ai vu passer des choses, et donc l'importance de l'assurance, c'est même pas une question à se poser. Que ce soit pour un PVT ou n'importe quel voyage en dehors de son pays, s'il n'y a pas d'assurance, il faut vraiment y penser avant de partir. Donc voilà, donc je voulais juste vous donner quelques exemples de coûts de médecine en Australie que j'ai pris hier auprès de notre service médical sur des dossiers qui datent de très récemment, du mois d'avril et mai. Donc une consultation dentiste en urgence et radio sans aucun soin. Juste j'ai mal à la dent, regardez ce que j'ai, c'était 145 $. Une consultation généraliste simple, sans médicaments, sans aucun autre soin, c'est 85 $. Une angine aux urgences, c'est 360 €. Une consultation avec médicaments pour rhume, rhino, c'est 231 €. On a malheureusement une hospitalisation gynéco très récemment avec une intervention importante, donc une chirurgie sur place plus une évacuation qui a été nécessaire vers la France, 130 000 $, donc environ 90 000 €. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai pris auprès de notre service médical hier, et c'est des choses qui sont arrivées dans les 3 mois précédents. Donc
Au niveau de l'assurance, bon, ben, vous avez bien compris, il faut bien regarder. Donc, je vous conseille que ce soit notre assurance ou une autre, peu importe, je vous conseille de regarder les conditions générales. Je sais, c'est très rébarbatif, mais c'est super important. Et petit conseil, normalement, dans les conditions générales, ça doit être bien fait, c'est par rubrique. Prenez les rubriques qui vous intéressent, santé, rapatriement, responsabilité civile. Et dans chaque rubrique, vous devriez voir un paragraphe en gras qui, lui, va vous dire les exclusions. Donc, les limites du contrat. Donc, voilà, lisez bien les limites du contrat et vous verrez si ça vous convient chez telle assurance ou chez une autre parce que les exclusions ne sont pas les mêmes chez nous que chez la concurrence. Et donc, parfois, ceux de la concurrence vous conviennent mieux parce que vous vous dites, moi, ça m'intéresse pas, ou les nôtres vous plairont mieux. Donc voilà, au niveau des garanties sur lesquelles je me suis attardée. Alors, d'autres choses au niveau des avantages de l'assurance, de notre assurance, c'est qu'elle est mondiale. Donc, elle est dédiée au PVT, donc on remplit les exigences pour que vous soyez tranquille pendant votre séjour en PVT. Mais si vous décidez de voyager en dehors de l'Australie pour visiter d'autres pays, notre assurance vous couvre partout. Donc la seule chose, c'est qu'au niveau des frais médicaux, de la limite des frais médicaux, le plafond est ramené de illimité à 150 000 € par année de contrat. Donc en général, comme une assurance voyage classique d'une carte bancaire. Toutes les autres garanties restent les mêmes au niveau de l'assistance, responsabilité civile, etc. Donc vous pouvez vraiment partir tranquille et ne pas vous poser la question concernant l'assurance si vous voyagez en dehors de l'Australie. Autre avantage, c'est qu'il y a une plateforme dédiée 24/24, donc n'hésitez pas à l'appeler. Si vous vous trouvez dans un bled paumé au fin fond d'Australie et que vous ne savez pas trop quel médecin aller voir, n'hésitez pas à appeler la plateforme, ils sont là. Ils parlent français et ils peuvent vous diriger vers un médecin ou organiser des choses pour vous. Donc ça, surtout, ne pas hésiter. Pareil pour le rapatriement. Voilà, donc là, on a eu l'évacuation de cette jeune fille qui s'est organisée après son intervention. Donc la plateforme d'assistance a tout organisé. L'assuré n'a rien eu à faire. Donc tout était bien organisé, bien programmé. Vous avez aussi la possibilité du choix du médecin. Donc, on ne vous impose pas une liste. En tout cas, à niveau de notre assurance, on ne vous impose pas une liste d'un hôpital. Vous pouvez aller voir qui vous voulez. Si vous ne savez pas trop qui aller voir, justement, la plateforme d'assistance est là. Et quand vous souscrivez le contrat d'assurance, vous recevez par mail, vous recevez les documents d'assurance dans les quelques minutes suivant la souscription. Donc, normalement, ça prend 5 minutes. J'en ai fait une pour ma nièce hier soir et j'ai mis 3 minutes, mais bon, parce que j'ai l'habitude, je sais où cliquer, c'est automatique. Mais si vous voulez lire toutes les petites lignes, etc., 5 à 7 minutes, et dès que le paiement est validé, vous recevez toute la documentation par email. Donc comme je disais tout à l'heure, l'assurance peut être payée en 2, 3 ou 4 fois. C'est une facilité, vous verrez sur pvtist.net les modalités, les conditions de ce paiement échelonné. Ce qui peut vous aider. Voilà, je crois que j'ai fait mes 10 minutes. Ok, et je suis prête à répondre à vos questions sur notre stand avec ma collègue Apik ou ici tout à l'heure si vous avez d'autres questions. Merci. Merci Sandra. Donc excusez-moi pour les soucis techniques, c'est un petit peu des rebondissements. Ça n'a pas envie, ça marchait très bien pendant les tests, vous savez comment c'est, donc c'est pas grave, je vais quand même continuer. Et puis, de toute façon, ce que je vais vous dire, c'est moins visuel. On va essayer de régler ça pour la session d'info de tous les hommes australiens, puisqu'il y aura beaucoup de photos de l'Australie. Ça pourra vous faire décider peut-être d'aller dans telle ou telle région. Donc, pour les démarches administratives, vous avez quand même pas mal de choses à faire avant le départ. Notamment, on vous conseille de scanner vos documents importants. Alors déjà, tout ce qui est passeport, carte d'identité, etc. Mais aussi si vous avez des diplômes, des formations, des choses qui à un moment donné, on pourrait vous demander à un moment donné, mais que vous ne voulez pas emmener parce que vous ne voulez pas le perdre. Scannez-le, envoyez-le par email. Ou si c'est sensible, il y a éventuellement des coffres forts qui existent sur Internet. Vous pourrez, voilà, si c'est des choses auxquelles vous voulez faire le plus attention possible. Je ne sais pas qui part quand, mais pensez bien à demander votre permis de conduire international. C'est gratuit, mais c'est long. Genre, je crois que ça prend 3 à 4 mois pour l'obtenir, et vous en aurez besoin 6 maintenant. C'est magnifique, on adore, parce que peut-être avant l'été. Donc, anticipez au maximum cette démarche-là, parce que vous verrez en fait en Australie, avec votre permis français, vous n'aurez pas le droit de conduire comme ça simplement. Il faudra soit un permis de conduire international, soit une traduction de votre permis de conduire
par un traducteur NATI, un traducteur agréé par les autorités australiennes. Et depuis peu, on vous en avait parlé sur PBTist, dans le Queensland et le Victoria, maintenant, ils sont sur leur site, ils ont l'air de dire qu'il faut avoir forcément une traduction d'un traducteur local. Donc, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que si vous avez un permis de conduire international et que vous passez 3 semaines dans le Queensland, est-ce que si vraiment vous êtes contrôlé, on vous demandera la traduction? Vraiment, j'en ai aucune idée, surtout que c'est nouveau. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez la règle, mais ayez au moins le permis de conduire international. Il va falloir se faire une liste de tout ce que vous voulez résilier, en faisant bien attention aux dates. Est-ce que c'est 1 mois avant, 3 mois avant, 1 an à la date anniversaire, etc. Voilà, le téléphone, la salle de sport, le ciné, etc. Il y a une petite to-do list qui est quand même assez intéressante à faire pour être sûr de ne pas oublier certaines choses. Vous pouvez aussi donner procuration à des proches pour différentes choses, notamment la poste. On n'y pense pas forcément, mais si un jour vous recevez un courrier avec accusé de réception et en fait vous avez donné procuration à personne, le courrier va repartir dans l'autre sens, vous ne saurez jamais qui c'était, si c'était positif, négatif. Enfin, moi je sais que ça me stresse, je veux dire, si je ne peux pas retirer un courrier comme ça. Donc voilà, pensez à donner procuration à quelqu'un là-dessus, et pourquoi pas à quelqu'un de confiance pour votre compte en banque, si à un moment donné vous avez besoin de quelqu'un, je ne sais pas, ajoute un bénéficiaire, fasse un virement, parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas internet, ça peut à un moment donné vous aider. Également, je pense que si vous partez prochainement, il n'y aura pas d'élection, si mon calendrier électoral est bloqué, mais en tout cas, vous pouvez décider de donner procuration pour voter aussi si à un moment donné il y a des élections, ou alors vous voterez directement dans un consulat français en Australie, en patientant certainement 3 heures pour pouvoir voter, parce qu'il y aura tous les ressortissants qui seront là. Également, en termes de démarches administratives auprès des administrations françaises. Alors, Pôle emploi, c'est très intéressant, enfin, c'est très important de faire attention à ça. Si aujourd'hui vous êtes en CDD, si vous allez faire une rupture conventionnelle, si vous êtes licencié, vous allez en fait, vous allez arrêter de travailler. C'est important de vous inscrire à Pôle emploi avant votre départ pour ensuite suspendre vos droits aussi avant votre départ, parce qu'on n'a pas le droit au Pôle emploi pendant son PVT. Et pendant longtemps, on avait le droit à 5 semaines de congé, enfin, comme toutes les personnes qui sont demandeuses d'emploi. Et depuis janvier, Pôle emploi nous a dit c'est fini. C'est plus des vacances, c'est vacances-travail. Donc, on a été gentil pendant longtemps. Pendant 5 semaines, on pouvait toucher ces allocs légalement. Mais là, c'est pas le cas. Donc, pourquoi il faut s'inscrire et ensuite suspendre ses droits? C'est parce qu'à la fin d'un contrat de travail en France, on n'a que 12 mois pour s'inscrire au Pôle emploi. Donc, imaginons, vous terminez votre emploi demain. Demain c'est dimanche, lundi, et vous partez dans 1 mois et demi en Australie. Vous vous dites, je verrai ça au retour. Vous faites 12 mois en Australie, vous revenez, donc votre emploi se sera terminé 13 mois et demi avant, l'emploi va vous dire, vous avez tout perdu. Donc il faut ouvrir, suspendre, partir, revenir, ouvrir. C'est dans cet ordre-là. En sachant que pour avoir un rendez-vous à Pôle emploi, je trouve que ça prend un bon mois. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous dire, ouais, moi je pars dimanche, je pars jeudi, on travaille vendredi, je pars lundi en Australie, parce que vous n'aurez pas le temps de vous inscrire. Voilà, c'est un petit peu la démarche à anticiper. Et puis quand vous allez revenir, vous retrouverez vos allocations comme si de rien, à partir du moment où vous n'êtes pas parti plus de 3 ans, plus la durée de vos droits. Si aujourd'hui vous avez 2 ans de droit au Pôle emploi, si vous partez 5 ans, dès que vous revenez, vous avez votre Pôle emploi, dès que vous vous réinscrivez. Si par contre vous partez pendant 3 ans en PVT en Australie, on verra tout à l'heure que vous pouvez rester effectivement jusqu'à 3 ans, et après vous devenez résident et vous remettez plus les pieds en France pendant 10 ans, vous aurez perdu vos droits. Pour les impôts, il faut les prévenir de votre changement d'adresse, ni plus ni moins. Vous pouvez même donner l'adresse d'un proche. En fait, les impôts, ils ne veulent pas forcément vraiment savoir que vous partez à l'étranger. Vous pouvez l'indiquer, vous pouvez donner l'adresse, mais bien souvent, l'adresse que vous allez donner, ça va être vos proches au cas où vous recevez du courrier. Parce que de toute façon, imaginons là, vous partez en juillet. Vous allez faire en 2024 une déclaration d'impôt en France pour vos revenus français de janvier à début juillet. Et en Australie, c'est un peu différent, on en reparlera tout à l'heure, mais vous allez être prélevé à la source sur vos revenus australiens à hauteur de 15%. Du coup, voilà les impôts, du moment où vous faites bien votre déclaration l'année prochaine, c'est surtout ça qui les intéresse. La sécurité sociale. Alors, on va faire les 2 versions. Officiellement, si vous partez plus de 3 mois hors Europe, vous devez prévenir la sécurité sociale de votre départ et vous n'aurez plus la sécurité sociale, même quand vous allez rentrer en France ensuite. Certaines personnes attendent d'atteindre les 3 mois en Australie ou ailleurs pour dire je pars à l'étranger pour plus de 3 mois. Parce que c'est évidemment pas ce que je vous souhaite, mais il y a des gens comme ça qui partent et puis au bout d'1 mois et demi, il y a une urgence familiale ou ça leur plaît pas ou autre chose, et en fait ils se sont désinscrits pour rien. Donc voilà, en tout cas c'est la règle, c'est ça, des 3 mois.
Je n'ai pas dit que c'était au but, tant mieux. À faire avant votre départ. Alors, on vous recommande jamais de vous engager sur un logement à long terme en Australie. Sauf si peut-être vous avez un ami sur place qui peut visiter pour vous, qui connaît la personne qui loue l'appartement. Mais en gros, il y a des arnaques en Australie, comme ailleurs, hein, pour les vannes, pour les logements, pour le travail. Donc, il va falloir être vigilant et pas envoyer de l'argent comme ça à un inconnu. Donc, nous, on vous recommande plutôt de réserver 1 ou 2 semaines de logement, soit en auberge de jeunesse, en Airbnb, ce genre de choses. Si vous partez seul, je vous recommande vraiment l'auberge de jeunesse, ça vous fera rencontrer plus de personnes, avant que vous n'ayez pas du tout la vie en communauté, mais sinon c'est quand même mieux que d'aller s'isoler dans un Airbnb. On en parlera à la conférence juste après, mais quand on arrive, il y a plein d'émotions contradictoires. Alors si en plus on se retrouve tout seul dans son Airbnb avec le décalage horaire, tout le monde qui dort en France et tout, l'auberge c'est mieux. Ensuite, c'est l'occasion aujourd'hui avec Grace et Suzanne, qui sont les 2 Australiennes en PVT en France aujourd'hui, qui sont là pour vous faire pratiquer un peu votre accent australien. On a aussi un article sur Phonetis qui vous parle des films et des séries, notamment sur Netflix, où c'est en australien, enfin en anglais australien, comme ça vous pouvez un petit peu vous familiariser avec ça. Et puis de façon générale, n'hésitez pas à vous remettre un peu dans l'anglais, parce que même si vous partez peut-être pour vous améliorer en anglais justement, c'est une très bonne idée, vous aurez peut-être au début un peu de mal à communiquer avec les gens et vous verrez que ça déstabilise beaucoup. Parce qu'on pense souvent au travail par rapport à l'anglais, mais en fait quand on rencontre des gens en auberge et qu'on ne sait pas aligner 2 phrases, en fait on est invisible. Donc on peut écouter les gens, on peut essayer de comprendre, mais le temps qu'on prépare sa phrase, ils sont passés sur un autre sujet et c'est quand même, n'hésitez pas à aller sur Babel ou sur Duolingo ou sur d'autres trucs un peu comme ça pour... vous voyez, des fois, avec ces applications, vous vous enregistrez un petit peu, ça va vous permettre de pratiquer. C'est quand même important, l'aspect linguistique, et vraiment pas que pour le travail. Vous pouvez décider de préouvrir un compte, si vous avez envie de le faire, un compte bancaire. Moi, je l'avais fait là-bas. C'est pas du tout problématique, mais il y en a qui le font aussi avant de partir. Je crois que la Westpac a arrêté de le faire un petit peu pendant la pandémie, mais la ANZ le fait, c'est l'inverse. J'ai un doute entre les deux. En tout cas, Morgane, qui est là-bas de l'équipe de Phonetis, l'a fait avant son départ. Ça vous permet, en fait, ni plus ni moins, quelques jours avant le départ, de faire un transfert d'argent et donc d'avoir votre argent tout de suite quand vous arrivez. Ça peut aussi être pratique. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir un petit peu à comment vous voulez commencer votre PVT. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir prévoir tout ce qui va se passer dans l'année. Tous les plans que vous allez faire, ça ne se passera pas comme ça. Et tant mieux, vous partez aussi pour que tout soit pas écrit à l'avance. J'imagine que vous avez envie d'un peu d'aventure, un peu d'être surpris. Mais au moins, dès le début, est-ce que vous voulez vous installer dans une ville, acheter un van ou une voiture et partir? Est-ce que vous voulez prendre des cours d'anglais? Est-ce que vous voulez partir tout de suite faire du volontariat? C'est-à-dire travailler 20-25 heures dans une structure qui généralement n'embauche pas parce qu'elle n'a pas forcément les moyens, donc elle ne vous paye pas, mais elle vous loge, elle vous nourrit. Il y a beaucoup de gens qui font ça, notamment au début de leur PVT, pour l'anglais, pour commencer par un truc, avoir un premier rendez-vous avec quelque chose de carré, ou pour essayer des métiers différents. Toutes les raisons sont bonnes de faire du volontariat. Je fais une petite précision au stand des cours d'anglais. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait Aurélie et Aude. Si jamais vous prenez des cours d'anglais, notez que tous ceux qui passent avec elles pour leurs cours d'anglais, elles les aident à faire la demande de visa, à ouvrir le compte en banque. Enfin, c'est inclus en fait dans le fait que vous preniez des cours avec elles. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus et que justement vous pensez en faire, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sauront vous dire un petit peu tout ce qu'elles font avec vous dans le combo en fait. Et puis, ça c'est pour la petite blague, mais on en parlait beaucoup hier avec l'équipe quand on s'est vu. Manger en France avant de partir en Australie, la bouffe est vraiment pas dingue. Donc si vous aimez le fromage, la charcuterie, tout ce qui fait la France, profitez-en parce que vous verrez, c'est quand même pas, c'est pas pareil. Voilà. Sac à dos, valise, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Est-ce que je prends mon ordinateur, ma tablette, un appareil photo, juste mon smartphone? Ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. L'ordinateur, moi, je sais que je peux pas vivre sans, donc bien sûr, je l'emmène. Mais si vous pensez écrire de temps en temps un petit truc, un machin, c'est peut-être plus pour les films, mais dans ce cas-là, peut-être plutôt prendre une tablette. Réfléchissez à ça, vous partez 1 an. Si vous prenez un sac à dos, même une valise, ça va vite se remplir. Vous allez voir quand vous allez essayer de remplir votre sac 60 litres. Ça va pas rentrer. Donc du coup, il va falloir être un petit peu stratège. Vous avez quand même l'avantage d'aller dans un pays où globalement il fait beau et chaud quasiment toute l'année. N'essayez pas d'emmener tout pour toutes les saisons. Peut-être aller faire un tour chez GoSport, Decathlon ou Uniqlo pour prendre les petites doudounes toutes fines là, ou alors des sous-t-shirts extra hits. Comme ça, vous avez 1 ou 2 trucs chauds.
Le reste, ça va plutôt être adapté à l'été et vous aurez l'occasion d'acheter des choses là-bas dans des magasins de seconde main comme la Croix-Rouge, l'Armée du Salut. Ne vous embarrassez pas de trop de choses. Ça va plus vous gêner qu'autre chose là-bas. Et si vous pensez bosser en agriculture, prenez pas trop de trucs auxquels vous tenez. Vos vêtements, à la fin je me rappelle, mon jean, mes chaussures, ça reste en Australie, tout ça, donc prenez rien de trop de valeur. Et de façon générale, quand on voyage, prenez rien qui compte trop. Si un jour on vous vole votre sac, si vous le perdez ou quoi, ce sera pas grave. Voilà. Donc faites attention à ça. Et alors, si vous êtes fumeur, notez qu'on peut ramener, je crois, 25 cigarettes. C'est vraiment des. Regardez bien sur le site de la douane australienne, vous êtes vraiment limité là-dessus. Faites attention aussi à pas emmener des fruits, des légumes, enfin des légumes. Vous enverrez des courgettes, mais bon. Par exemple, une pomme ou une banane, faites attention, vous ne pouvez pas entrer en Australie avec ça. Il y a des petites choses à vérifier. Et d'ailleurs, sur PVTist, on a aussi un dossier sur la préparation au départ et à l'arrivée, où on détaille un petit peu tout ça, même en termes de vin, de choses comme ça. Si vous voulez emmener des choses, vérifiez bien les réglementations. Voilà, moi je suis team sac à dos. Après valise, ça peut le faire si vous êtes sédentaire. Ou éventuellement, si vous achetez un van et que la valise, elle peut rentrer quelque part et ensuite vous y touchez plus. Sinon, quand même, roulez tout le temps sa valise. Si l'ascenseur est cassé, si c'est une route avec des cailloux, ça va vous gonfler. Le jour du départ, on pense à son passeport. Vous emmenez votre grant letter, la lettre qui dit que votre visa a été approuvé. Votre visa, il est dans votre passeport, mais quand même, emmenez votre lettre quand même avec vous. Non seulement pour partir, et puis aussi sur place, ayez-la dans votre passeport. Je pense que ça peut être bien, au cas où un employeur veut vérifier que vous avez le droit de bosser, parce que vous n'avez plus de tampon maintenant quand vous arrivez en Australie. Donc il n'aura pas de preuve comme ça, donc il va vous croire, mais ayez quand même votre grant letter, votre preuve d'assurance PVT et votre preuve d'économie. Quand même, c'est très rarement demandé, mais ayez-la sur vous, une attestation de la banque, un relevé de compte très récent ou une capture d'écran de votre compte avec votre nom et la date. Et je vous ai dit que tout va bien se passer parce que vous verrez le jour du départ, surtout quand on part seul, je trouve, quand ils appellent le vol à destination de Sydney, voilà, il se passe trop de choses dans votre tête. Vous êtes en même temps content et en même temps c'est la panique. Vous vous demandez pourquoi vous vous infligez un truc pareil. Mais voilà, n'oubliez pas que ça fait partie de l'expérience et que tout va bien se passer. Voilà. On va passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas, on a un petit quart d'heure devant nous. Oui. J'ai une question, c'est par rapport à l'assurance, parce que si j'ai bien compris, avant les frais, par exemple, on va voir le médecin. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'argent, par rapport au que vous avez donné, c'est pas forcément un médecin. C'est quoi le délai de remboursement moyen? Alors, en effet, pour les petits bobos de tous les jours, il faut avancer les frais. Donc, pour tout ce qui est plus sérieux, hospitalisation, même parfois, quand on se blesse, on se fait une entorse, et que là, il faut quand même aller aux urgences, passer une radio, faire une consultation, faire une analyse, etc. Donc, parfois, même si on n'est pas hospitalisé, mais que ça dépasse un montant, par exemple 1 000 €, l'assuré peut appeler la plateforme d'assistance pour dire « je ne suis pas hospitalisé, c'est des soins externes, ok », mais ça atteint une certaine limite. Donc là, on va quand même, si tout se passe au même endroit, dans le même hôpital, donc là, on va quand même pouvoir organiser une prise en charge si on a toutes les informations concernant la blessure. Maintenant, pour les autres choses de tous les jours, je vais voir un généraliste, je vais payer 80 $. Donc oui, il faut envoyer les documents sur la plateforme de remboursement de frais médicaux. Et là, le délai est d'environ 4 jours ouvrés. Voilà. Bon, après, ça, c'est le délai de traitement chez nous si le dossier est complet. Donc après, il y a le virement bancaire. Donc je ne sais pas si c'est un virement vers l'étranger, c'est un peu plus long que si c'est un compte en France. Mais il faut compter aussi les délais de virement. D'accord. En cas de galère, on trouve toujours des solutions. L'assuré nous dit voilà, etc. Enfin, on n'est pas des robots et on est comme vous et on subit, enfin, on expérimente aussi des choses dans la vie, donc on trouve toujours des solutions. Oui. Moi, c'est plus par rapport à la voiture. Est-ce que la réglementation pour la réseau, c'est la même dans tous les pays? Alors non, c'est pas le cas partout. Alors c'est vrai que ça, on l'abordera sans doute dans la section voyage tout à l'heure, mais je comprends qu'on ne pouvait pas rester toute la journée au salon non plus. Donc effectivement, la registration, quand on achète un véhicule, il y a des états où quand on a eu la registration dans cet état-là, il faudra revendre à cet endroit-là, alors que d'autres sont plus souples, comme la Western Australia. Si tu achètes un véhicule, par exemple à Perth, tu pourras le revendre partout. Donc ça, c'est vrai qu'il y a c'est le point
compliqué en Australie. Parce que je pense que c'est un des seuls, et c'est pour ça qu'on a fait un dossier sur peletis.net qui s'appelle la legislation en Australie, et vous verrez qu'on détaille un petit peu tout ça laborieusement. On avait contacté tous les États, et c'est le seul point qui va vraiment vous embêter si vous achetez un véhicule. J'ai une autre question sur l'assurance. J'ai fait mon visa juste avant mes 36 ans, donc je dépasse les âges de 18 à 35. Est-ce que vous faites des exceptions? Oui, à partir du moment où le visa a été accordé, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous souscrivez l'assurance et que ça bloque au niveau de l'âge, normalement ça ne devrait pas, parce que je crois qu'on s'est pris cette marge de visa en dernière limite. Mais si jamais ça bloquait, mettez que vous avez 35 ans, mettez une année de naissance d'un an en dessous, et puis contactez-nous par mail ou par téléphone, et puis on fera la modification, il n'y a aucun problème. Voilà. Concernant la preuve de relevé de fonds, il est demandé que le compte bancaire, le relevé de fonds, soit traduit sur un simple screenshot avec une lettre, par exemple. C'est ce que fait, c'est bon, alors, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de l'arrivée en Australie pour la preuve de fonds, mais c'est vrai que depuis 2019, dans la demande de visa, on vous demande une preuve d'économie en anglais. Et donc, du coup, ce que les gens font, c'est effectivement une capture d'écran de leur compte, et on vous a mis sur Peletis un modèle de lettre en anglais. Vous pouvez mettre juste votre nom, la date, et hop, comme ça, vous joignez ça. Le truc, c'est que la majorité d'entre vous, et je ne sais pas si c'est ton cas, qu'on leur visa en 5 minutes. C'était ça aussi. Et donc, on a l'impression que pour certains pays, plus que pour d'autres, on va dire, ils ne regardent pas les demandes. Donc, je dis pas que si vous joignez une capture d'écran de je ne sais pas quoi d'autre à la place, ils n'iront pas. Je sais pas si c'est un truc qui lit automatiquement, mais j'ai l'impression qu'en vérité, ça tape pas beaucoup sur les preuves de fond des pays comme la France ou la Belgique. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a jamais eu de refus avec la capture d'écran et la lettre. Voilà. Donc, pour l'instant, on continue comme ça. Si un jour il y a un souci, on n'espère vraiment pas, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait repayer les $510. Mais jusqu'ici, ça a vraiment l'air de passer. Oui. C'est bon, par exemple, dans l'avion, Ouais, voilà. D'où l'avantage de souscrire pour le premier jour du départ. Alors, dans l'avion, s'il y a un médecin, tant mieux. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans l'avion, c'est un souci médical. Je suppose qu'il y a toujours des premiers soins ou des choses comme ça. Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la date de début de son PVT, par exemple avec l'Australie, comme il y a un gros décalage. Il ne faut pas mettre le jour où on arrive, mais bien le jour où on part de France. C'est tout à fait les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est quoi la question? Alors, c'est à partir de 33 €, mais à partir parce que c'est d'un départ d'Europe, de l'Union européenne. D'accord? Donc après, on peut très bien assurer un Canadien qui va faire un PVT en Australie. Donc là, c'est un autre tarif. Voilà. Et pour vous, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'en Australie, on peut conduire avec un permis néo-zélandais ou ça ne marche pas et je dirais que c'est bon. Je ne veux pas dire de bêtises, mais déjà c'est en anglais, donc ça commence bien. Et en plus de ça, entre eux, il y a souvent des choses qui marchent. Alors là, j'ai vraiment un doute. Peut-être que Pamela, qui est là aujourd'hui, qui était tout à l'heure au scan, saurait te dire, parce qu'elle vient de vivre 3 ans et demi en Nouvelle-Zélande. Je me dis que c'est pas le sujet du jour, mais je vous le dis quand même. Et elle va bientôt, enfin l'année prochaine, partir sans doute en Australie. Elle doit avoir son permis néo-zélandais, je pense. Mais est-ce qu'elle a déjà trouvé cette info? Je suis pas sûre. Il faudrait quand même peut-être vérifier sur un des États. Tu vois, tu vas sur le site du Queensland ou du Victoria, par exemple, et chercher conduire en Australie avec un permis étranger. Mais des fois, il y a quand même des faveurs. Tu vois, pendant la pandémie, à un moment donné, il n'y avait que les Néo-Zélandais qui pouvaient aller en Australie. Donc, peut-être. Désolée, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres petites questions qui vous viennent? Et les deux en même temps, toi d'abord, peut-être. Concernant l'assurance, si jamais on commence par un stopover de quelques jours, il faut mettre la date quand même de départ de Paris ou la date de départ de l'escale. Alors, l'assurance PVT doit commencer par le PVT. Donc, si tu fais un séjour touristique avant d'arriver en Australie,
ça sert à rien de mettre la date de ce pays-là parce que ça fonctionnera pas. Elle commence vraiment par le PVT et ensuite, si pendant la durée de ton PVT tu vas visiter d'autres pays, tu seras couverte également. Donc juste pour avant, tu peux prendre une assurance voyage classique d'une semaine ou celle de ta CB ou si on en propose, d'autres en proposent. Voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'on parlait de la Nouvelle-Zélande. C'est une question qui revient souvent. Les PVTistes qui profitent de leur année pour faire 6 mois de PVT en Nouvelle, qui font 2 demandes de visa en fait, 6 mois en Nouvelle-Zélande, 6 mois en Australie. On me demande souvent si je prends pour 12 mois pour l'Australie, est-ce qu'elle sera aussi valable quand j'irai en PVT en Nouvelle-Zélande ou est-ce que je dois ressouscrire, annuler, etc. Surtout que j'y vais directement, etc. Donc oui, c'est valable. Soit vous laissez comme ça avec la destination Australie, la destination initiale, soit vous nous contactez puis on changera la destination, ça c'est pas un problème pour pour remplacer par Nouvelle-Zélande pour le reste de l'assurance. Non, bah sinon ce sera, vous allez le directement sur le site acs-ami.com ou sur pvtis.net sur la page qui est dédiée à le PVT. Vous avez pas mal de points là-dessus. Il y avait une autre question? Oui, en fait, bonjour, je voulais connaître le délai d'obtention du visa, parce que tout à l'heure vous avez dit que les mieux le faire avant le 1er juillet. Oui. Et dans le même temps, vous avez dit qu'on pouvait obtenir le visa au bout de 5 minutes. Oui. Donc voilà. Et souvent, c'est 5 minutes. En fait, ce qu'il faut, c'est déposer sa demande, parce qu'il va y avoir cette augmentation de prix, donc ce serait dommage, à quelques jours près, si ça colle avec notre projet, autant le faire avant le 1er juillet. Mais effectivement, généralement, on l'obtient tout de suite, sauf dans le cas où on nous demande des examens médicaux parce qu'on a déclaré des voyages dans des pays à risque sanitaire ou si on a eu des soucis de santé un peu importants, par exemple. Donc ça veut dire que si tu le demandes le 30 juin et que tu l'obtiens le 30 juin, ce qui est fort possible, il faudra avoir comme projet de partir dernier carat le 30 juin 2024 en Australie. Parce que tu as 1 an pour partir quand tu obtiens ton visa. Donc c'est ça. Et dans la demande du visa, il y a des documents qui sont demandés? Le passeport, depuis 2019, la preuve d'économie avec la lettre en anglais, là. Et la fois, c'est tout. Non, c'est tout. Ouais, c'est assez facile, c'est juste que voilà, c'est tout en anglais. C'est des questions qui, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse, à part tout ce qui est judiciaire et puis la santé. Mais tout ce quand on vous demande vos diplômes, ce que vous voulez faire quand vous allez en Australie, d'ailleurs, on vous le dit dans notre tutoriel, c'est plutôt à des fins statistiques. Donc, prenez pas trop la tête là-dessus. Et puis, dans notre tuto, on vous a mis les équivalences de diplômes pour que vous sachiez quoi mettre, parce que c'est des diplômes australiens, donc ça ne correspond pas aux nôtres. Mais voilà. J'ai un cas particulier, je ne sais pas si je dois poser la question ici. C'est toi qui vois si ça te gêne ou si c'est pas gênant. Ok. Parce que du coup, en fait, le souci, c'est que j'ai mon visa. Et en fait, j'étais déjà parti en Australie en 2019. Du coup, c'est un visa que par rapport au Covid, qui nous faisait gratuit. Ouais. Et du coup, en fait, si j'y vais pas, le prix expire en août. Et si j'y vais pas à cette date-là, le prix expire. Et moi, je voulais savoir s'il y a des moyens de contacter l'ambassade pour leur demander si c'est possible de reporter jusqu'au 31 décembre de l'année. Parce que du coup, c'est la date, c'est le dernier carat pour demander. Ouais, c'est ça. Alors c'est pas l'ambassade qui s'occupe des demandes de visa, c'est vraiment en Australie directement. Et pour le coup, quand ils ont donné un nouveau, en fait, c'est un premier PVT qu'ils ont donné, parce qu'ils ont fait ça pendant la pandémie, ce qui était cool, tous les pays l'ont pas fait. Et ils ont donné ce délai-là, et malheureusement, tu peux jamais repousser la date de fin de ton visa. Même si on a un motif. Ouais, c'est ça le problème. Et pendant le premier, en 2019, t'es pas resté longtemps? Bah, j'ai dû le repartir parce que bah ouais, c'est ça. Parce que bah oui, du coup, t'es pas éligible au deuxième. Donc malheureusement, et je sais que c'est pas donné d'aller en Australie, donc faire un aller-retour, c'est un peu compliqué. Mais dans ton cas, j'ai bien peur que tu puisses rien faire parce qu'ils ne prolongent pas. En fait, les visas c'est un peu informatique. C'est valable pendant 1 an et après, c'est fini. C'est ça. Bon, ouais. Sur Instagram, il me semble que vous m'avez envoyé un lien pour contacter le service. Après, on peut tenter, mais honnêtement, j'ai jamais vu de prolongation de visa, ni pour l'Australie, ni pour d'autres. Mais ça peut quand même se tenter au cas où, parce que tu vas peut-être pas dire ici ce qui te pousse à pas partir. On sait jamais. En fait, ça se tente, mais ne compte pas trop dessus, je te dirais. Et après, vous pouvez me donner le lien. Elle t'a pas donné du coup à Lise quand elle t'a écrit? Du coup, le lien, Ah, ok. Bon, bah ça, il faudra qu'on le voit sur Insta, parce que je l'ai pas en tête là tout de suite. On va prendre une dernière petite question, mais je voulais vous préciser. Donc, à 10h30, on fait une session d'info sur l'arrivée en Australie. À 12h30, ce sera la table ronde. Il y aura 4 PVTistes qui vont être là assis et qui vont répondre à différentes questions sur leur ressenti,
sur comment ça s'est passé pour eux, donc ça peut être très intéressant. Je vois qu'il y a plein de monde, franchement ça me fait très très plaisir, merci beaucoup à tous d'être là en tout cas, mais si on voit qu'à un moment donné il n'y a plus de place aux conférences, n'oubliez pas que sur les stands, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des réponses à vous donner. Donc, par exemple, tout à l'heure pour le travail, j'ai peur de cette conférence-là, je pense que vous allez beaucoup. Morgane, elle est déjà disponible maintenant, donc ce qu'elle va dire pendant la conférence, si certains vont la voir maintenant, elle vous donnera quand même les infos. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout le monde sur le stand.